Donc on connaît l'importance des bals publics dans le Paris romantique, reflet d'une dansomanie collective doublée d'un goût du spectacle qui s'exprime plus particulièrement à l'occasion du carnaval, ainsi que le note Balzac dans son roman La fausse maîtresse. Je cite Balzac, « Chacun sait que depuis 1830, le carnaval a pris à Paris un développement prodigieux qui le rend européen et bien autrement burlesque, bien autrement animé que feu le carnaval de Venise. » Donc dans ce contexte hautement festif, le bal de l'Opéra connaît, sous la monarchie de Juillet, une attractivité nouvelle, sous l'impulsion notamment de Louis Véron, qui est son directeur entrepreneur, et de Philippe Musard, chef d'orchestre à succès, engagé pour diriger ces soirées. Donc, afin de rentabiliser l'institution, qui acquiert alors un statut semi-privé, Véron va pratiquer une politique, entre guillemets, d'ouverture, certes relative socialement parlant, en abaissant le droit d'entrée de ce bal de 10 francs à 5 francs et en multipliant le nombre de soirées entre décembre et mars. Fortement médiatisé, le bal de l'Opéra fait courir le tout Paris, suscitant des représentations venant nourrir le mythe de la fête parisienne et d'une communion sociale que symbolise traditionnellement le carnaval. Alors, il ne s'agira pas ici d'en retracer l'histoire, par ailleurs fort bien documentée, mais plutôt de souligner les tensions, les ambivalences qui traversent quelques-unes de ces représentations littéraires et iconographiques, tensions entre harmonie et violence, et des tensions qui permettent de faire revivre au cœur de la modernité urbaine l'imaginaire de la bacchanale. Alors, voilà, ce bal nouveau régime, entre guillemets, instauré à l'Opéra dans les années 30, 1830, est d'abord un bal spectacle qui se distingue de ce qu'on appelait sous la Restauration un bal d'usage, qui était le bal de la causerie plutôt que de la danse. Donc là, c'est la danse qui devient le vecteur du partage. C'est un bal censé réunir tout Paris, et pas seulement le tout Paris. Ainsi, Amédée Achard écrit dans un article consacré au bal de l'Opéra publié dans le Prisme, le dernier volume des Français peints par eux-mêmes, il écrit « Tout le monde va au grand opéra, depuis le Pair de France jusqu'au clerc d'huissier ». Alors, réalité ou fantasme de communion sociale, ce bal, je dirais qu'on peut l'appréhender, on peut le voir comme un bal à mi-chemin des bals donnés dans les salons privés de l'élite mondaine et des bals des faubourgs fréquentés par le peuple. Ce qui nous frappe surtout, c'est le nombre de participants, la quantité de participants qu'il réunit. Selon Augustin Vitu, qui publie les bals d'hiver en 1848, il accueille, je cite, 7 ou 8 000 personnes, soit 4 500 femmes et 3 500 hommes. Je ne commente pas le partage, un chiffre qui est aussi à rapporter au nombre de bals qui se déroulent en parallèle à Paris durant la période du carnaval. Donc c'est assez impressionnant. Bal-spectacle, l'événement l'est à double titre. Littéralement, l'expression signifie que des spectacles y sont intégrés et alternent avec les danses collectives. Ces spectacles prennent la forme de mascarades ou de divertissements dansés, sinon transgressifs, du moins d'une nature différente de ceux que met ordinairement à l'affiche l'Académie royale de musique. Alors justement, là vous avez un exemple. L'Opéra accueille en 1834 pour la première fois un groupe de danseurs espagnols, des danseurs espagnols qui vont des théâtres royaux de Madrid, qui vont fasciner des artistes comme Gautier, mais qui vont aussi influencer le répertoire de l'Académie. Je pense notamment à la fameuse Cachucha de Dolores Serral, qui est sur l'une de ces représentations, qui va être reprise par Fanny Elssler et civilisée, entre guillemets, comme disait Janin, par Fanny Elssler et donc par l'Académie. Bal-spectacle, ce bal de l'Opéra l'est aussi en ce qu'il devient un bal à la fois masqué et dansant. C'est-à-dire qu'au domino noir et aux costumes de ville qui étaient réglementaires à l'époque de la Restauration se substituent des costumes, alors je pense, voilà, des costumes et des masques de couleurs qui créent l'illusion d'une communion sociale par le travestissement. Par ailleurs, la danse y est autorisée.
qui en était banni auparavant. Le cancan, notamment, introduit en 1840, vient apporter cette dimension scandaleuse et transgressive, jusque-là inconcevable, dans le très distingué bal de l'opéra. Louis Éluard, dans un opuscule, écrit ainsi, qui s'appelle Le bal Musard, écrit ainsi: du jour où le galop y eut pénétré, l'élégance, le décorum et avec lui l'esprit s'enfuirent pour ne plus revenir. Donc avec une forme de nostalgie de l'élitisme d'Ancien Régime, enfin de la Restauration, par opposition à cette transgression moderne. Donc le bal généralise dans son décorum également l'idée même de spectacle, un spectacle d'auto-célébration que l'élite mondaine se donne collectivement à elle-même. Aspect donc que mettent bien en valeur les estampes, la foule, c'est toujours, non, on peut revenir en arrière, la foule compacte, toujours représentée ainsi, des silhouettes indistinctes, sinon celles qui sont mises au premier plan, donc une foule compacte, des silhouettes indistinctes qui attestent du succès inouï de l'événement. La scène et la salle surtout sont confondues en un espace unique, au décor fastueux, éclairé par des lustres brillants de mille feux et dont les participants, spectateurs permanents les uns des autres, deviennent aussi les acteurs par le jeu et par la danse. Alors, néanmoins, le caractère plus ou moins conventionnel de cette imagerie lithographique donne à voir un événement, certes de masse, mais au désordre très canalisé, loin du délire et de l'excès carnavalesque, même si certaines estampes, j'ai pas le temps de m'attarder dessus malheureusement, même si certaines estampes permettent déjà de suggérer autre chose, notamment cette idée du désordre et du combat entre les participants. Donc il s'agit là d'une imagerie qui répond bien en fait aux chroniques mondaines, au style des chroniques mondaines, dont le bal de l'opéra est durant l'hiver un sujet de prédilection. En contrepoint de cette imagerie, la littérature industrielle, notamment les physiologies, et plus encore la presse satirique, donc la presse dans laquelle travaillent des gens comme Daumier, comme Gavarni, comme Marcellin, cette presse satirique va donner une vision beaucoup plus salée, beaucoup plus épicée du bal. Cham, notamment, donc, qui est un dessinateur, caricaturiste. Donc Cham propose des vignettes légendées, comme celle que vous voyez ici. Bon, c'est un format éditorial classique dans ce type de presse, qui font du bal un lieu où prolifèrent les intrigues grivoises. Donc un partage qui prend une tournure un peu particulière. Ces représentations restent toutefois cantonnées dans un imaginaire certes licencieux, mais largement euphorique. Plus intéressant dans la perspective de relever, donc de noter ces tensions du bal, est le traitement spécifique réservé au chef d'orchestre, le fameux Musard, donc une figure qui est très caricaturée dans la presse, qu'on appelle le Napoléon du quadrille, personnage, on peut avancer, personnage réputé pour sa laideur et que l'on va retrouver caricaturé en démiurge, j'appelle hoffmannien, c'est-à-dire qu'on retrouve un peu cette image du musicien diabolique, enfin inspiré par le diable, personnage placé à la tête d'un orchestre qui est un orchestre monstre de 70 musiciens, donc c'est important, orchestre monstre entre guillemets, et puis surtout il produit cet orchestre le fameux galop infernal, destiné à être le clou du bal. Le journal Le Ménestrel écrit ainsi de lui: Musard, le roi du carnaval, entouré de toute sa cour, Musard avec son bâton de commandement, son brillant orchestre, ses quadrilles électriques. Le spectacle seul de Musard vaut déjà le sacrifice d'une nuit de sommeil. Son visage vert et blême, son regard sévère, son geste, son habit noir, tout contraste avec ce qui l'entoure. Jamais figure plus mélancolique ne présida tant de folie. Il est aussi régulièrement représenté, alors cette estampe est assez connue, mais on en parle aussi dans il est évoqué ainsi dans la presse. Il est représenté tel une divinité bachique portée en triomphe par des théories de masques féminins qui évoquent sur un mode évidemment burlesque et trivial les bacchantes du Thiaz antique. Alors la frénésie dionysiaque attachée au bal est confirmée dans de nombreuses publications. Frénésie dionysiaque
qui se teinte d'une dimension, comme vous allez le voir, d'une dimension infernale. Balzac, dans La fausse maîtresse, que je citais au début de mon intervention, parle du bal musard comme d'un pandémonium et du galop comme d'une ronde du sabbat. Le motif est également très présent dans des publications comme les Guides de Paris ou les Chroniques de l'Opéra. Charles de Boigne, dans ses petits mémoires de l'opéra, compare le bal à des saturnales, où l'on se livre à des danses convulsionnaires, où, je cite toujours, la lie du peuple, ivre, débraillée, criant, donc là ça va contre l'élite, la lie du peuple, ivre, débraillée, criant, vociférant des mots ignobles, se livre à d'épouvantables orgies, et dont la fin, l'agonie, vers 5 heures du matin, est quelque chose d'horrible à voir. On dirait un champ de bataille jonché de cadavres. On trouve dans ces évocations fantasmatiques une réaction typique du romantisme face à l'excès, face au dérèglement des corps que symbolise tout à la fois la danse et le carnaval au travers de la transgression qu'il opère. Je cite Augustin Vitu, « Ne cherchez ni danse, ni grâce, ni rien du tout. Ce sont des sauts, des bonds, des cris, des trépignements, des mouvements d'ours en goguette. Tout est permis. » Alors l'hystérie provoquée par la musique et la danse n'est toutefois pas donnée d'emblée dans les représentations. Elle s'inscrit toujours dans une temporalité, dans une narration précise qu'illustre Gustave Doré, donc dans une série de 6 dessins publiés dans le Journal illustré en 1865. Alors, on va peut-être les montrer les unes après les autres. Donc minuit, c'est le début, le bal de l'opéra commence à minuit, donc aspect du boulevard des Italiens, on peut continuer. Donc 1h du matin, le quadrille des célébrités dansantes. 2h, l'arrivée des grands masques, avec Musard, vous voyez la figure de Musard au milieu. 3h, l'intrigue au foyer, donc en parallèle du bal. 4h, le galop final, le fameux galop final. Alors là, évidemment, tout commence à dégénérer. Et la dernière, 5h, la sortie. Alors, il y a une représentation qui est plus lisible, qui est juste après. Voilà, qui a été publié dans le musée français-anglais en 1857, mais c'est quasiment la même. Alors, le découpage, je fais un petit commentaire pour terminer sur ces images du bal. Donc, ce découpage en heures que j'appelle canonique, de minuit à 5 heures du matin, souligne le caractère à la fois rituel et ritualisé du bal, mais aussi cette montée en puissance, ce crescendo qui le sous-tend, et qui vient s'exaspérer, qui vient s'accomplir dans le galop final, ce paroxysme infernal du galop de Musard, et cette sortie sur les marches de l'opéra qui donne à voir non plus des êtres, non plus la communion sociale, mais des êtres exsangues, solitaires, isolés les uns des autres. On assiste ainsi à un retournement radical de l'imaginaire du bal et du carnaval, d'euphorique. Les représentations se font inquiétantes, violentes même, à mesure que la communion initiale, la transgression joyeuse, se transforme en corruption et en chaos généralisé.